Mes enfants ont refusé de s'occuper de moi pendant ma chirurgie d'urgence. Ils ont dit que j'étais un fardeau trop lourd pour eux. Le jour de mon opération, ils sont allés au concert de David Guetta avec leurs amis. Alors, j'ai appelé quelqu'un, annulé toutes les cartes ce jour-là et fait quelque chose que personne n'attendait, que moi seul gardais secret. Le même jour, j'ai entendu des coups à ma porte. Bonjour à tous, je m'appelle Jacqueline Girard, j'ai 69 ans aujourd'hui et je vais vous raconter l'histoire la plus difficile de ma vie. Avant de commencer, je vous demande gentiment de vous abonner à la chaîne, de mettre un like sur cette vidéo et de me dire en commentaire d'où vous m'écoutez. Cela me ferait énormément plaisir de savoir que mon histoire touche des personnes partout dans le monde. Merci du fond du cœur. Paris, décembre 2024. Hôpital Pitié, Salpêtrière. J'étais assise au bord du lit dans cette chambre d'hôpital vide et froide, les mains tremblantes en tenant mon téléphone. À l'autre bout de la ligne, la voix impatiente de mon fils résonnait dans mes oreilles comme un coup de poignard. « Maman, je te l'ai déjà dit, je ne peux pas rester. Le concert de David Guetta, c'est ce soir. J'ai eu ses billets il y a des mois, » me dit Maxime avec ce ton agacé que je connaissais si bien. Mon cœur se serra dans ma poitrine et ce n'était pas seulement à cause de ma maladie cardiaque. « Mais Maxime, c'est une chirurgie cardiaque. Les médecins ont dit qu'il y a des risques. J'ai besoin de quelqu'un ici quand je me réveillerai, » ai-je murmuré, essayant de garder ma voix stable malgré la panique qui montait en moi. « Tu vas bien aller, tu vas toujours bien. En plus, Pauline ne peut pas venir non plus, » répondit-il d'un ton détaché, comme s'il me parlait de la météo. Je fermai les yeux, sentant les larmes monter. « Maxime, je vous ai élevé seul après la mort de votre père. J'ai tout construit pour que rien ne vous manque jamais. Et maintenant, quand j'ai le plus besoin de vous. » Ma voix se brisa. Il y eut un silence pesant, puis il soupira avec cette impatience qui me blessait tant. « Écoute, maman, tu ne comprends pas. On a notre propre vie. Tu as toujours été si intense. C'est trop lourd, tu sais. On n'en peut plus de cette pression émotionnelle. » Ces mots me frappèrent comme une gifle. « Un fardeau trop lourd. C'est ce que je suis pour vous ?» demandai-je, ma voix tremblante de douleur et d'incrédulité. « Ne mets pas de mots dans ma bouche. On t'appellera après la chirurgie, d'accord ?» dit-il rapidement avant de raccrocher. Le silence qui suivit était assourdissant. Je regardais par la fenêtre de l'hôpital. Dehors, une pluie fine recouvrait les rues grises de Paris. Les lumières de la ville scintillaient à travers mes larmes. J'avais passé toute ma vie à me sacrifier pour mes enfants. Après la mort de mon mari, il y a 25 ans, j'avais travaillé 16 heures par jour pour bâtir une entreprise prospère. Je leur avais donné tout ce dont ils avaient besoin, parfois au détriment de ma propre santé et de mon bonheur. Et voilà où j'en étais, seule, abandonnée, considérée comme un fardeau par ceux que j'aimais le plus au monde. Mais dans cette douleur insupportable, quelque chose se brisa en moi. Quelque chose de profond et de définitif. Ce n'était pas de la colère, pas vraiment. C'était plutôt une clarté soudaine, une prise de conscience brutale que j'avais échoué. Je ne leur avais pas appris ce qui comptait vraiment dans la vie. Je leur avais donné de l'argent, du confort, de la sécurité matérielle, mais j'avais oublié de leur enseigner l'humilité, la gratitude, l'empathie. Et maintenant, ils étaient devenus des adultes égoïstes et superficiels qui préféraient un concert à être aux côtés de leur mère mourante. Cette réalisation me coupa le souffle plus que n'importe quelle douleur physique. Je pris mon téléphone d'une main tremblante et composai un numéro que je connaissais par cœur. Après 2 sonneries, une voix familière répondit. « Madame Girard ?» C'était Jean-Pierre Dufour, mon assistant personnel depuis 20 ans. L'homme qui connaissait tous mes secrets professionnels, qui avait été témoin de mes plus grandes victoires et de mes pires défaites. « Jean-Pierre, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Maintenant. Avant que j'entre en salle d'opération, dis-je d'une voix ferme malgré mes larmes. Il y eut un silence inquiet de l'autre côté. « Madame. »« Que se passe-t-il? Vous allez bien ?» demanda-t-il avec cette sollicitude sincère que mes propres enfants ne me montraient plus depuis longtemps. « Non, Jean-Pierre, je ne vais pas bien du tout, mais je vais arranger ça. Écoute-moi attentivement, je veux que tu annules tous les accès financiers de Maxime et Pauline.
Tous les cartons, les comptes, les virements automatiques, le chauffeur privé, les appartements. Tout. Je veux que tu le fasses dans l'heure qui suit, dis-je avec une détermination glaciale. Il y eut un long silence choqué. Madame, vous êtes sûre? C'est une décision très radicale. Peut-être devriez-vous attendre après l'opération pour... Commença-t-il prudemment. Jean-Pierre, j'ai 69 ans. Je vais subir une chirurgie à cœur ouvert dans 3 heures. Mes enfants préfèrent aller à un concert plutôt que d'être à mes côtés. Si je meurs sur cette table d'opération, je veux que mes derniers actes aient un sens. Je veux leur donner une dernière leçon, celle que j'aurais dû leur enseigner il y a des années. Ma voix était calme maintenant, presque sereine. J'avais pris ma décision. Fais-le, Jean-Pierre. C'est mon dernier espoir de les sauver d'eux-mêmes. Et si ça ne marche pas, au moins j'aurai essayé. Il y eut un autre silence, puis j'entendis sa voix, émue mais professionnelle comme toujours. Je le ferai, Madame Girard. Tout sera fait dans l'heure. Et Madame, bonne chance pour la chirurgie. Je prierai pour vous. Ces mots me touchèrent profondément. Cet homme, qui n'était pas de ma famille, se souciait plus de moi que mes propres enfants. Merci, Jean-Pierre, pour tout, pour toutes ces années de loyauté. Je raccrochai et posai le téléphone sur le lit. Une infirmière entra à ce moment-là pour me préparer. Elle sourit gentiment en voyant mon visage. « Quelqu'un viendra vous attendre à votre réveil, Madame Girard ?» demanda-t-elle avec douceur. Je la regardai avec un sourire triste et répondis simplement « Non, pas cette fois. » Elle sembla surprise, mais ne dit rien de plus, me tapotant doucement l'épaule avec compassion. Pendant ce temps, à l'autre bout de Paris, Maxime et Pauline se préparaient pour leur soirée. Je n'étais pas là pour le voir, bien sûr, mais je connaissais mes enfants. Je pouvais imaginer parfaitement la scène. Maxime devant son miroir, appliquant du gel dans ses cheveux soigneusement coiffés, enfilant sa veste de cuir hors de prix que je lui avais offerte pour son dernier anniversaire. Pauline essayant différentes tenues, ses cheveux blonds platinés parfaitement lissés, choisissant finalement une robe de créateur et son sac Chanel, celui qu'elle avait absolument voulu et que j'avais acheté sans hésiter. À 20h30, il devait être à l'Accor Hotels Arena, riant et prenant des selfies à l'entrée du concert. Je les imaginais levant leur coupe de champagne au bar VIP, Pauline roulant des yeux en parlant de moi. Sérieusement, Maxime, j'ai cru qu'elle n'allait jamais arrêter d'insister, devait-elle dire avec ce ton dédaigneux que j'avais appris à reconnaître ces dernières années. C'est toujours la même chose. Du drame, de la culpabilité, vous ne vous souciez pas de moi. C'est épuisant, tu sais, devait répondre Maxime, secouant la tête. On mérite de s'amuser. La vie ne peut pas tourner autour d'elle tout le temps, devait ajouter Pauline. Et Maxime levant son verre, à nous, enfin une soirée sans poids sur la conscience. Pendant qu'ils célébraient leur liberté, j'étais allongé sur un chariot, transporté vers le bloc opératoire. Les néons du plafond défilaient au-dessus de moi, créant des motifs hypnotiques. Mon cœur battait irrégulièrement dans ma poitrine, et je ne savais pas si c'était à cause de ma maladie ou de la douleur émotionnelle qui me consumait. L'anesthésiste se pencha vers moi avec un sourire rassurant. « Madame Girard, nous allons commencer l'anesthésie maintenant. Comptez à rebours de 10, s'il vous plaît, dit-il doucement. 10, 9, 8... Commençai-je, ma voix devenant de plus en plus faible. Mes dernières pensées conscientes furent pour mes enfants. J'espérais que ce que j'avais mis en place leur ouvrirait les yeux. Sinon, tout aurait été en vain. 7, 6, 5... Et puis, plus rien. Le noir complet. À 23h45, alors que les chirurgiens travaillaient sur mon cœur défaillant, Maxime essayait de payer la note du bar avec sa carte bancaire. Je sus plus tard, grâce à Jean-Pierre, ce qui s'était passé exactement. La machine avait émis un bip désagréable. Refusé. « Quoi? Essaie encore » avait dit Maxime à la serveuse, irritée. Elle avait réessayé. Refusé de nouveau. « Monsieur, le paiement ne passe pas » avait-elle dit avec un sourire gêné. Maxime avait sorti une autre carte. Refusé. Pauline avait essayé la sienne. Refusé également. « Ça n'a aucun sens, c'est impossible » avait crié Pauline, attirant l'attention des autres clients. Maxime avait appelé la banque, ses mains tremblant de frustration et de confusion.
La voix automatisée avait annoncé froidement. Toutes vos cartes ont été annulées par la titulaire du compte. Le sang de Pauline avait dû se glacer à cet instant. Maxime, maman, avait-elle murmuré, les yeux écarquillés. Ils avaient immédiatement essayé de m'appeler, encore et encore. Mais mon téléphone était éteint, quelque part dans un casier de l'hôpital, pendant que les chirurgiens luttaient pour maintenir mon cœur en vie. « Réponds, réponds !» avait dû crier Maxime, serrant le téléphone si fort que ses jointures blanchissaient. Rien. Seulement le message de ma boîte vocale, encore et encore. La panique devait commencer à s'installer. Ils avaient dû supplier leurs amis de leur prêter de l'argent pour payer la note, humiliés devant tout le monde. Puis ils avaient essayé d'appeler leur chauffeur habituel. Pas de réponse. Jean-Pierre avait bien fait son travail. Ils avaient dû rentrer en métro cette nuit-là, quelque chose qu'ils n'avaient probablement pas fait depuis des années. Entassés avec les autres fêtards du concert, dans leurs vêtements de créateurs, réalisant soudainement à quel point ils dépendèrent de moi pour absolument tout. Cette nuit devait avoir été la plus longue de leur vie. Pendant ce temps, dans la salle d'opération, les choses ne se passaient pas bien. Mon cœur était plus faible que les médecins ne l'avaient anticipé. Les années de stress, de travail acharné, de sacrifice, et maintenant cette douleur émotionnelle profonde avait fait des ravages. « Tension artérielle en baisse !» avait dû crier une infirmière. « On la perd !» avait peut-être dit un autre. Mais les chirurgiens avaient continué, déterminés à me sauver. Au petit matin, alors que le soleil se levait timidement sur Paris, l'opération était terminée. J'étais vivante, mais à peine. Mon corps avait survécu, mais quelque chose en moi s'était éteint sur cette table. À 7h30, Maxime et Pauline frappaient violemment à la porte de mon appartement du 16e arrondissement. Ils portaient encore les mêmes vêtements que la veille, froissés et tachés. Leurs visages étaient pâles, leurs yeux rouges de fatigue et d'inquiétude. Pas d'inquiétude pour moi, non. Inquiétude pour eux-mêmes, pour leur confort perdu, pour leur argent disparu. Une infirmière privée que Jean-Pierre avait engagée pour s'occuper de moi ouvrit la porte. « Vous êtes les enfants de madame ?» demanda-t-elle avec un regard qui en disait long. « Oui, où est-elle? Qu'est-ce qui s'est passé ?» avait crié Maxime, essayant de passer devant elle. « Madame Girard a subi son opération. Elle se repose. Mais elle est très faible. Elle ne doit pas être dérangée, » répondit l'infirmière d'un ton ferme. « Je dois lui parler maintenant, » avait exigé Maxime avec cette arrogance que je lui connaissais trop bien. L'infirmière les laissa entrer à contre-cœur, mais je sus plus tard qu'elle m'avait regardé avec pitié en les voyant. J'étais dans mon lit, pâle comme un fantôme, des tubes dans les bras, un moniteur cardiaque bipant régulièrement à côté de moi. Mes yeux s'ouvrirent lentement quand je les vis entrer. L'expression sur leur visage n'était pas celle de l'inquiétude pour ma santé. C'était de la colère, de la confusion, de la peur pour eux-mêmes. « Maman », commença Pauline, mais sa voix tremblait, non pas d'émotion mais de rage contenue. « Qu'est-ce que tu as fait ?» J'essayais de parler, mais ma voix était à peine un murmure rauque. Ma gorge était sèche, douloureuse à cause du tube d'intubation qu'on venait de retirer quelques heures plus tôt. « Vous n'avez pas compris. J'ai essayé. Tellement de fois. » Les mots sortaient avec difficulté, chaque syllabe me coûtant un effort immense. Mon cœur battait irrégulièrement, le moniteur émettant des bips inquiétants. « Tu as annulé nos cartes! Tu as tout coupé !» cria Maxime, sa voix montant dangereusement. Il se tenait au pied de mon lit, les poings serrés, son visage rouge de colère. L'infirmière fit un pas en avant, alarmée par son ton agressif. « Monsieur, vous devez vous calmer. Votre mère vient de subir une chirurgie majeure. » Mais ils ne m'écoutaient pas. Aucun d'eux ne m'écoutait vraiment, comme d'habitude. Pauline s'approcha, ses yeux remplis non pas de larmes d'inquiétude, mais de frustration. « Comment as-tu pu nous faire ça? Tu sais à quel point c'était humiliant hier soir? On a dû emprunter de l'argent devant tout le monde. » Sa voix était aiguë, presque hystérique. Je les regardais tous les deux, ces adultes que j'avais élevés, que j'avais chéris plus que ma propre vie. Et je sentis mon cœur se briser encore plus profondément. Je voulais juste que vous voyiez, commençai-je,
Mais soudainement, ma vision se troubla. Les contours de leurs visages commencèrent à se dissoudre, comme si je les regardais à travers de l'eau trouble. Le moniteur cardiaque à côté de moi commença à émettre un son strident et urgent. Mon corps tout entier se mit à trembler. Je sentis mes paupières devenir incroyablement lourdes. « Maman ? Maman ?» J'entendis la voix de Pauline, soudainement paniquée, mais elle semblait venir de très loin. L'infirmière se précipita vers moi, écartant Maxime sans ménagement. « Sortez, sortez immédiatement !» cria-t-elle en appuyant sur le bouton d'urgence près du lit. Des alarmes résonnèrent dans tout l'appartement. Je sentis mes yeux se fermer malgré moi. La dernière chose que je vis fut le visage terrifié de mes enfants. Pour la première fois depuis des années, je vis de la vraie peur dans leurs yeux. Pas pour eux-mêmes, mais pour moi. Puis, tout devint noir. Je voudrais faire une petite pause dans mon récit pour vous demander, si vous ne l'avez pas encore fait, de vous abonner à la chaîne et de mettre un like sur cette vidéo. Votre soutien compte énormément pour moi. L'équipe médicale arriva en quelques minutes. Ils me transportèrent d'urgence à l'hôpital Pitié-Salpêtrière. Dans l'ambulance, j'étais quelque part entre la conscience et l'inconscience, flottant dans un état étrange où je pouvais entendre des voix mais ne pouvais pas répondre. Sa tension est en chute libre. Préparez l'adrénaline. Madame Girard, restez avec nous. Mais je dérivais déjà loin, très loin. Quand nous arrivâmes à l'hôpital, Maxime et Pauline suivirent l'ambulance dans un taxi qu'ils avaient réussi à prendre. À 9h du matin, le médecin sortit de la salle d'urgence avec une expression grave que je ne vis pas mais qu'on me décrivit plus tard. Ses traits étaient tirés, épuisés. « Votre mère est entrée dans le coma », annonça-t-il sans détour. Pauline porta sa main à sa bouche, étouffant un sanglot. « Quoi? Comment? L'opération s'était bien passée, vous aviez dit », protesta Maxime, sa voix maintenant tremblante de peur réelle. Le médecin secoua la tête lentement. L'opération chirurgicale a été un succès sur le plan technique, mais le corps de votre mère ne répond pas comme nous l'espérions. Elle a subi un stress émotionnel considérable. Physiquement, son cœur était réparé, mais émotionnellement. Elle était épuisée, complètement vidée. Il fit une pause. Regardant ces deux jeunes gens avec un mélange de compassion et de jugement à peine voilé. « Puis-je vous demander où vous étiez pendant son opération hier soir ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. Maxime baissa les yeux, incapable de soutenir le regard du médecin. Pauline éclata en sanglots, mais cette fois, c'étaient de vraies larmes, des larmes de culpabilité déchirantes. Le médecin n'attendit pas leur réponse. « Je vois », dit-il simplement, d'un ton qui contenait tout le poids de sa désapprobation. « Nous faisons tout notre possible pour la stabiliser, mais je dois être honnête avec vous. Les prochaines 48 heures sont critiques. Son état peut évoluer dans n'importe quelle direction. Je vous suggère de rester près d'elle. Cette fois, ces derniers mots tombèrent comme un coup près. Maxime s'effondra sur une chaise dans le couloir de l'hôpital, tenant sa tête entre ses mains. Pauline s'assit à côté de lui, pleurant silencieusement. « Qu'est-ce qu'on a fait, Maxime ?» murmura-t-elle entre deux sanglots. « Qu'est-ce qu'on a fait ?» Maxime ne répondit pas. Il ne pouvait pas. Pour la première fois de leur vie d'adulte, ils réalisaient l'ampleur de leur égoïsme, de leur ingratitude. Mais était-ce trop tard? Cette question les hantait alors qu'ils restaient assis dans ce couloir d'hôpital froid et impersonnel. Les heures passèrent lentement. Ils ne bougèrent pas. Ils ne pouvaient pas. Où iraient-ils de toute façon? Ils n'avaient plus d'argent, plus de cartes, plus de chauffeur. Mais plus important encore, ils n'avaient plus envie de partir. Pour la première fois depuis longtemps, ils voulaient être là, près de moi, leur mère. Cette femme qu'ils avaient prise pour acquise pendant tant d'années. Les jours suivants se fondirent en une brume indistincte pour eux. Ils restaient à l'hôpital jour et nuit, dormant sur des chaises inconfortables, mangeant à peine. Pauline appela sa tante Simone, la sœur de mon défunt mari, celle que je voyais rarement mais qui m'avait toujours respectée. « Tante Simone, maman est dans le coma. Je ne sais pas quoi faire, » dit-elle d'une voix brisée. Simone arriva le lendemain. C'était une femme dans la soixantaine, les cheveux grisonnants, le visage marqué par la vie mais les yeux pleins de sagesse. Elle regarda Maxime et Pauline avec un mélange de compassion et de sévérité. « Vous voulez savoir ce que votre mère a fait pour vous ?
demanda-t-elle sans préambule. Ils hochèrent la tête, incapables de parler. Après la mort de votre père, Jacqueline était dévastée. Mais elle vous a regardé, vous deux, si petits, si vulnérables, et elle a pris une décision. Elle travaillerait 16 heures par jour, s'il le fallait. Elle refuserait toute aide, tout soutien, parce qu'elle voulait prouver qu'elle pouvait vous donner la meilleure vie possible par elle-même. Simone s'assit lourdement sur une chaise. Je me souviens l'avoir vue s'endormir sur ses dossiers, épuisée, mais se réveiller à 5 heures du matin pour vous préparer le petit déjeuner avant l'école. Je l'ai vue pleurer en silence quand vous étiez endormis, se demandant si elle faisait les bons choix. Pauline pleurait maintenant ouvertement, ses épaules secouées par des sanglots incontrôlables. Maxime avait les larmes aux yeux, ses mâchoires serrées dans un effort pour garder le contrôle. « Elle ne s'est jamais plainte », continua Simone, sa propre voix tremblante d'émotion. « Jamais. Même quand elle était si fatiguée qu'elle pouvait à peine tenir debout. Même quand les créanciers frappaient à sa porte. Même quand elle devait choisir entre payer ses propres médicaments ou vos leçons de piano, vos cours de tennis, vos vêtements de marque. Elle les regarda droit dans les yeux. Et vous ne lui avez jamais demandé comment elle allait. Pas une seule fois. Vous avez juste pris, sans jamais donner en retour. » Maxime se leva brusquement et marcha vers la fenêtre du couloir, regardant Paris s'étendre en contrebas. « On ne savait pas, » murmura-t-il, sa voix étouffée. On ne savait pas à quel point c'était difficile pour elle. Simone eut un rire amer. « Vous ne saviez pas parce que vous n'avez jamais demandé ? Vous ne saviez pas parce que vous étiez trop occupé à profiter de tout ce qu'elle vous donnait sans vous poser de questions. » Le silence qui suivit était lourd de culpabilité et de regret. Pauline s'approcha de la chambre où je reposais, toujours inconsciente, entourée de machines qui maintenaient mon corps en vie. Elle posa sa main contre la vitre qui nous séparait. « Je suis désolée, maman, » chuchota-t-elle. « Je suis tellement désolée. » Les jours devinrent des semaines. Une semaine passa, puis 2. Je restais dans ce coma profond, inconsciente du monde autour de moi. Mais quelque part, dans les profondeurs de mon esprit, je sentais leur présence. Les médecins disaient à Maxime et Pauline de me parler, que peut-être je pouvais les entendre. Alors, ils le faisaient. Maxime s'asseyait à côté de mon lit et tenait ma main, cette main qu'il avait tenue quand il avait fait ses premiers pas, qui avait essuyé ses larmes quand il était tombé de vélo, qui avait applaudi à tous ses diplômes. « Maman, je ne comprenais pas, » disait-il doucement, sa voix brisée par l'émotion. « Je pensais que tu étais juste trop contrôlante, trop exigeante. Je ne voyais pas que tout ce que tu faisais venait de l'amour. » Pauline venait aussi, apportant des fleurs fraîches chaque jour, des roses blanches, mes préférées. Elle me parlait de son enfance, de moments qu'elle avait oubliés pendant si longtemps. « Tu te souviens quand j'avais 8 ans et que j'avais peur du noir? Tu restais assise à côté de mon lit toute la nuit, tenant ma main jusqu'à ce que je m'endorme. Tous les soirs pendant des mois. Je ne t'ai jamais remercié pour ça. » Sa voix se brisait. « Je ne t'ai jamais remercié pour tant de choses, maman. » Les infirmières leur disaient qu'ils devaient rentrer chez eux, se reposer, prendre soin d'eux-mêmes, mais ils refusaient. Ils ne pouvaient pas me laisser seule. Pas encore. Pas après ce qu'ils avaient fait. Pendant ces 2 semaines, quelque chose de fondamental changea en eux. Sans argent, sans leur carte de crédit, sans leur train de vie luxueux, ils durent y faire face à une réalité qu'ils n'avaient jamais connue. Maxime dut chercher du travail. Lui, qui n'avait jamais vraiment travaillé de sa vie, qui avait toujours vécu de l'argent que je lui donnais, se retrouva à chercher un emploi réel. Il fut humilié lors de ses premiers entretiens. « Quelle expérience professionnelle avez-vous » lui demandèrent les recruteurs, et il n'avait rien à répondre. Rien de substantiel, rien dont il pouvait être fier. À 28 ans, il se rendait compte qu'il était comme un enfant dans un corps d'adulte. Cette prise de conscience fut dévastatrice, mais nécessaire. Pauline, de son côté, dut vendre certains de ses vêtements et sacs de luxe pour avoir de l'argent pour manger. Chaque objet qu'elle vendait lui faisait réaliser à quel point elle avait été superficielle. Ce sac Chanel qu'elle avait absolument voulu, qu'elle avait supplié d'avoir, ne signifiait plus rien maintenant. Il ne pouvait pas lui redonner sa mère. Il ne pouvait pas effacer les mots cruels qu'elle avait prononcés. Fardeau trop lourd. Ces mots,
la hantait jour et nuit. Un soir, alors qu'ils étaient tous les deux assis dans le couloir de l'hôpital, partageant un sandwich qu'ils avaient acheté avec les quelques euros qui leur restaient, Maxime se tourna vers sa sœur. « On ne peut plus jamais être comme avant, Pauline, » dit-il gravement. « Même si maman se réveille, même si elle nous pardonne, on ne peut plus jamais redevenir ces personnes égoïstes et ingrates. » Pauline acquiesça, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. « Je sais, je ne veux plus être cette personne. Je me déteste pour ce que j'étais, pour ce que nous étions. » Ils restèrent assis en silence, unis dans leur culpabilité et leur détermination à changer. C'est alors que Maxime se souvint de quelque chose. Jean-Pierre Dufour, c'est lui qui a exécuté les ordres de maman. On devrait lui parler. Le lendemain, Maxime se rendit au siège de mon entreprise, Girard Entreprises, pour la première fois depuis des années. Les employés le regardèrent avec curiosité et une certaine froideur. Ils savaient. Tout le monde savait que j'étais dans le coma, et beaucoup savèrent pourquoi. La nouvelle s'était répandue. Le fils indigne qui avait abandonné sa mère pour un concert. Il demanda à voir Jean-Pierre et fut conduit à son bureau. Jean-Pierre Dufour était un homme de 55 ans, aux cheveux grisonnants, au visage marqué par l'expérience, mais aux yeux toujours vifs et intelligents. Il avait été le bras droit de ma mère pendant 20 ans, l'homme qui connaissait tous les secrets de l'entreprise, qui avait été loyal au-delà de toute mesure. Quand Maxime entra dans son bureau, Jean-Pierre se leva, formel et distant. « Monsieur Girard, » dit-il d'un ton neutre. Maxime s'avança, les mains tremblantes. « C'était vous, n'est-ce pas? C'est vous qu'elle a appelé avant la chirurgie. » Jean-Pierre hocha lentement la tête, son regard ne quittant pas celui de Maxime. « Oui, c'était moi. » Il y eut un long silence tendu. « Pourquoi avez-vous accepté de le faire? Vous saviez que ça nous ferait mal, que ça nous humilierait, » dit Maxime, sa voix tremblante, non pas de colère, mais de confusion profonde. Jean-Pierre soupira et fit signe à Maxime de s'asseoir. « Je vais vous dire pourquoi, monsieur Girard. Parce que je connais votre mère depuis 20 ans. Parce que je l'ai vue se battre contre des obstacles que vous ne pouvez même pas imaginer. Parce que je l'ai vue pleurer exactement 2 fois dans toutes ces années. » Il marqua une pause, ses yeux fixant intensément Maxime. « La première fois, c'était le jour de l'enterrement de votre père. La deuxième fois, c'était 2 jours avant cette chirurgie. » Maxime sentit sa gorge se serrer. « Qu'est-ce qu'elle vous a dit ?» demanda-t-il, sa voix à peine audible. Jean-Pierre se leva et marcha vers la fenêtre de son bureau qui donnait sur les toits de Paris. Elle est entrée dans mon bureau ce jour-là. Elle avait l'air épuisée, brisée. Elle s'est assise et m'a regardé avec des yeux que je n'oublierai jamais, des yeux remplis de douleur, mais aussi d'une résolution terrible. Il se retourna vers Maxime. Elle m'a dit « Jean-Pierre, j'ai échoué. J'ai tout donné à mes enfants, absolument tout. Mais j'ai oublié de leur enseigner la chose la plus importante. Je leur ai donné de l'argent, du confort, de la sécurité, mais je ne leur ai jamais appris la valeur des choses, la valeur des gens, la valeur de l'amour et du sacrifice. » Jean-Pierre s'arrêta, sa propre voix tremblant légèrement. Puis elle a pleuré. Pas des sanglots dramatiques. Non, des larmes silencieuses qui coulaient sur ses joues pendant qu'elle me parlait. Elle m'a dit « Si je meurs sur cette table d'opération demain, mes enfants seront perdus. Non pas financièrement, ça n'a aucune importance. Mais ils seront perdus en tant qu'êtres humains. Ils ne sauront pas survivre dans ce monde, pas vraiment, parce qu'ils ne comprennent pas ce qui compte vraiment dans la vie. » Maxime avait maintenant les larmes aux yeux, mais il écoutait, incapable de détourner le regard. C'est pourquoi elle m'a demandé de tout couper. C'était son dernier espoir de vous sauver, de vous donner la leçon qu'elle aurait dû vous enseigner il y a des années. Elle était prête à mourir en sachant qu'elle avait peut-être perdu votre amour, mais avec l'espoir que vous trouveriez enfin votre humanité. Le silence qui suivit était écrasant. Maxime posa son visage dans ses mains et pleura. Pas des larmes de frustration ou de colère comme avant, mais des larmes de véritable chagrin, de remords profonds et de compréhension tardive. « Elle n'a jamais abandonné avec vous, monsieur Girard, » continua Jean-Pierre doucement. « Jamais. Même quand vous l'avez déçue encore et encore. Même quand vous avez pris son amour pour acquis. Même quand vous l'avez appelé un fardeau.
Elle n'a jamais, pas une seule seconde, cessé de croire que quelque part en vous, il y avait encore les enfants qu'elle avait élevés avec tant d'amour. Jean-Pierre s'approcha et posa sa main sur l'épaule de Maxime. La question maintenant est, aviez-vous raison, Madame Girard? Ces enfants existent-ils encore? Maxime leva les yeux, son visage trempé de larmes. Oui, murmura-t-il avec une conviction féroce. Oui, ils existent, et je vais passer le reste de ma vie à le prouver. Il quitta le bureau de Jean-Pierre transformé. Quelque chose s'était brisé en lui, mais quelque chose de nouveau et de meilleur commençait à émerger des ruines. Quand il retourna à l'hôpital, il trouva Pauline assise à mon chevet, tenant ma main et me parlant doucement. Il s'assit de l'autre côté et prit mon autre main. « Maman, si tu peux m'entendre, je veux que tu saches quelque chose, » dit-il d'une voix claire et déterminée. « Tu avais raison, pour tout, on était perdus, on était devenus des personnes horribles et égoïstes. Mais tu ne nous as pas perdus complètement, on est toujours là, et on va changer, on te le promet. » Quelque part dans les profondeurs de mon coma, j'entendis ces mots. Je ne pouvais pas répondre, je ne pouvais pas bouger, mais une partie de moi comprenait. Une partie de moi sentait que quelque chose avait changé. Le 15e jour de mon coma, quelque chose se produisit. Les médecins ne pouvaient pas l'expliquer scientifiquement, mais les infirmières qui me soignaient depuis le début disaient que c'était le pouvoir de l'amour. Mon corps commença à réagir. Mes signes vitaux se stabilisèrent. Mon rythme cardiaque devint plus régulier. Le neurologue qui suivait mon cas examina mes réponses cérébrales et fronça les sourcils avec surprise. « Il y a une activité accrue. Elle nous revient, » annonça-t-il à Maxime et Pauline qui attendaient anxieusement à l'extérieur de ma chambre. Ils se regardèrent, osant à peine espérer. Ce matin-là, le 15e jour exactement, j'ouvris les yeux. La lumière de l'hôpital était douce, filtrée par les rideaux à moitié tirés. Tout était flou au début, des formes et des couleurs qui dansaient devant mes yeux. Puis, lentement, ma vision s'éclaircit. Et je les vis, Maxime et Pauline, assis de chaque côté de mon lit. Ils avaient changé. Ce n'était pas seulement leur apparence physique. Bien qu'ils aient tous deux l'air épuisés, amaigris, les traits tirés par le manque de sommeil et l'inquiétude. C'était quelque chose dans leurs yeux, quelque chose que je n'avais pas vu depuis leur enfance, de la vulnérabilité, de la vraie émotion, de l'amour sincère. Pauline fut la première à réaliser que j'étais réveillée. « Maman », murmura-t-elle, sa voix tremblante de joie et d'incrédulité. « Maman, tu es réveillée. » Maxime se pencha en avant, des larmes de soulagement coulant sur ses joues. « Tu es revenue. Oh mon Dieu, tu es revenue. » J'essayais de parler, mais ma gorge était terriblement sèche. Pauline se précipita pour m'apporter de l'eau, tenant délicatement le verre pendant que je buvais de petites gorgées. Mon esprit était encore confus, fragmenté. « Combien de temps ?» réussis-je à murmurer. « 15 jours, maman. »« Tu as été dans le coma pendant 15 jours. » répondit Maxime, sa main serrant la mienne avec une tendresse que je n'avais pas ressentie depuis des années. Je les regardais tous les deux, essayant de comprendre. Pourquoi étaient-ils là? Pourquoi avaient-ils l'air si différents? Les derniers souvenirs que j'avais étaient de leur colère, de leurs accusations. « Vous êtes restés ?» demandai-je, ma voix faible et confuse. « Nous sommes restés », confirma Pauline, des larmes coulant librement sur son visage. « Toutes les nuits, maman. Nous ne t'avons pas quitté. Nous ne pouvions pas. Nous ne voulions pas. » Je sentis mes propres larmes commencer à couler. Des larmes de soulagement, de joie, de surprise, d'émotions tellement mélangées que je ne pouvais pas les démêler. Maxime prit mon visage entre ses mains avec une douceur infinie. « Nous sommes tellement désolés, maman. Tellement désolés. Pour le concert. Pour tout. Pour la façon dont nous t'avons traité pendant toutes ces années. Pour t'avoir appelé un fardeau. Pour ne jamais avoir vu tout ce que tu faisais pour nous. » Sa voix se brisa complètement. « Nous étions aveugles, égoïstes, ingrats, mais tu nous as ouvert les yeux. Tu nous as sauvés de nous-mêmes. » Pauline serra ma main contre son cœur. Nous avons parlé à tante Simone, à Jean-Pierre. Nous avons compris, maman. Nous avons enfin compris tout ce que tu as sacrifié, tout ce que tu as enduré. Et nous te promettons,
Nous te promettons que nous ne serons plus jamais ces personnes. Nous allons changer. Nous avons déjà commencé à changer. » Je les regardais, ces 2 enfants que j'avais mis au monde, que j'avais élevés, pour qui j'avais sacrifié tant de choses. Et pour la première fois depuis si longtemps, je vis vraiment mes enfants. Pas les adultes gâtés et superficiels qu'ils étaient devenus, mais les âmes qu'ils avaient toujours été en dessous, simplement perdues et confuses. « Je vous ai fait mal, » murmurai-je, ma voix encore faible, mais remplie de regrets. « Je ne voulais pas vous faire autant de mal, je voulais juste que vous compreniez. » Maxime secoua la tête avec véhémence. « Non, maman, tu ne nous as pas fait mal, tu nous as sauvés. Si tu n'avais pas fait ce que tu as fait, nous aurions continué sur cette voie destructrice pour toujours. Nous aurions continué à te prendre pour acquise, à gaspiller nos vies dans la superficialité et l'égoïsme. Tu nous as donné la plus grande leçon de notre vie. » Pauline acquiesça, essuyant ses larmes. Ces 15 jours ont été les plus difficiles de notre vie, mais aussi les plus importants. Nous avons dû faire face à qui nous étions vraiment, et nous avons eu honte, tellement honte. L'infirmière entra à ce moment-là pour vérifier mes signes vitaux. Elle sourit en nous voyant tous les 3 ensemble, nos mains entrelacées. « Vos enfants n'ont pas quitté votre chevet, Madame Girard. Ils ont dormi sur ces chaises inconfortables toutes les nuits. Ils vous ont parlé pendant des heures, vous ont lu des livres, vous ont raconté des histoires. Leur amour vous a ramené, » dit-elle doucement, avant de quitter la chambre discrètement. Je regardais Maxime et Pauline avec un mélange d'amour et de tristesse. « J'ai eu si peur de vous perdre. Pas à la mort, non. J'avais peur de vous perdre en tant que personne, de voir vos âmes se corrompre complètement. » Ma voix tremblait. Quand vous avez refusé de rester avec moi pour aller à ce concert, quand Maxime a dit que j'étais un fardeau trop lourd, quelque chose s'est brisé en moi. J'ai réalisé que j'avais échoué en tant que mère. « Non !» protesta Pauline avec force. « Tu n'as pas échoué. Nous avons échoué. Nous étions ceux qui avaient tort. Tu nous as donné tout ce qu'une mère pourrait donner et plus encore. C'était nous qui ne voyions pas, qui ne comprenions pas. » Maxime se leva et marcha vers la fenêtre, regardant Paris s'étendre au loin. « Jean-Pierre nous a tout raconté, maman. Les dettes que tu as payées en secret, les nuits blanches que tu as passées à travailler, les sacrifices que tu as faits pour que nous ayons tout ce que nous voulions. Et nous ne t'avons jamais remercié, jamais. Nous pensions que tout cela était normal, que nous le méritions simplement parce que nous existions. » Il se retourna, son visage ravagé par l'émotion. « Mais rien de tout cela n'était normal. C'était extraordinaire. Tu étais extraordinaire. » Les semaines suivantes furent un processus lent de guérison, non seulement physique, mais aussi émotionnel. Les médecins étaient étonnés par ma récupération rapide. Mon cardiologue disait que c'était presque miraculeux compte tenu de la gravité de mon état. Mais je savais que ce n'était pas un miracle médical. C'était le pouvoir de l'amour retrouvé, de l'espoir renouvelé, de voir mes enfants redevenir les personnes que j'avais toujours espéré qu'ils seraient. Maxime et Pauline venaient me voir tous les jours. Mais maintenant, ce n'était plus par obligation ou par culpabilité. C'était par choix sincère. Ils m'apportaient mes plats préférés qu'ils préparaient eux-mêmes. Les premiers essais étaient désastreux et nous rions ensemble de leurs tentatives culinaires maladroites. Mais ils s'amélioraient, apprenant patiemment, demandant conseil, essayant encore et encore. Un après-midi, Pauline arriva avec un CV qu'elle avait préparé. « Maman, regarde, j'ai postulé pour un poste d'assistante dans une galerie d'art. C'est un poste de débutante, le salaire est modeste. Mais j'ai toujours aimé l'art, et je veux apprendre vraiment, pas juste fréquenter les vernissages comme je le faisais avant. » Ses yeux brillaient d'une excitation authentique que je n'avais pas vue depuis des années. Je pris le CV dans mes mains tremblantes et le lus attentivement. « Je suis fière de toi, ma chérie, tellement fière, » dis-je, ma voix chargée d'émotion. Maxime aussi avait trouvé un travail. Rien de prestigieux, rien qui correspondait à l'image qu'il avait de lui-même auparavant. Il travaillait comme assistant dans une entreprise de logistique, commençant tout en bas de l'échelle. « Les premiers jours ont été humiliants, » m'avoua-t-il un soir, alors que nous prenions le thé ensemble dans ma chambre d'hôpital. « Mes collègues savent qui je suis, qui tu es. Ils me regardent parfois avec jugement.
Mais tu sais quoi? Je le mérite. Et plus important encore, chaque jour je prouve que je peux être plus que le fils gâté et inutile que j'étais. Il sourit, un vrai sourire, pas le sourire arrogant que je lui connaissais avant. Mon patron m'a félicité hier pour mon travail. C'était la première fois de ma vie que je recevais des éloges pour quelque chose que j'avais réellement accompli par moi-même. Et maman, ça sentait tellement mieux que n'importe quel compliment que j'avais reçu pour ma veste de créateur ou ma voiture de luxe. 3 semaines après mon réveil, je pus enfin rentrer chez moi. Maxime et Pauline avaient transformé mon appartement. Ils avaient nettoyé, organisé, rempli le réfrigérateur avec de la nourriture saine. Ils avaient même acheté des fleurs fraîches pour chaque pièce. Pas des arrangements extravagants comme avant, mais de simples bouquets qu'ils avaient choisis eux-mêmes au marché aux fleurs. « Bienvenue à la maison, maman », dit Pauline en m'aidant à m'asseoir sur le canapé. Elle avait préparé ma tisane préférée, celle à la camomille et au miel que je buvais toujours le soir. Maxime apporta une couverture douce et l'enroula autour de mes épaules avec une tendresse qui me fit monter les larmes aux yeux. C'étaient ces petits gestes, ces attentions simples mais sincères, qui signifiaient plus pour moi que tous les cadeaux luxueux qu'il m'avait offerts dans le passé. Ce soir-là, nous nous assîmes tous les 3 dans le salon. Il n'y avait pas de télévision allumée, pas de téléphone qui bipait constamment. Juste nous 3, parlant vraiment pour la première fois depuis des années. « Maman, nous voulons te demander quelque chose », commença Maxime, regardant sa sœur qui hocha la tête pour l'encourager. « Nous savons que tu as coupé tous nos accès financiers. Et nous ne te demandons pas de les rétablir. Nous ne le voulons pas. » Je les regardai avec surprise. « Nous voulons gagner notre propre argent, » continua Pauline. « Nous voulons apprendre à vivre avec nos moyens. Nous voulons comprendre la valeur réelle des choses. Mais plus que tout, nous voulons que tu sois fier de nous. Vraiment fier, pas juste parce que nous sommes tes enfants, mais pour ce que nous accomplissons. Nous savons que ça prendra du temps, » ajouta Maxime. « Nous savons que nous devons prouver que ce changement est réel et durable. Nous ne nous attendons pas à ce que tu nous fasses confiance immédiatement, mais nous voulons que tu saches que nous sommes déterminés. Nous ne serons plus jamais ces personnes que nous étions. » Je les regardais, ces 2 adultes, assis devant moi, et je vis enfin la maturité que j'avais désespérément voulu voir pendant si longtemps. « Je suis déjà fier de vous, » dis-je doucement. « Le simple fait que vous soyez ici, que vous ayez reconnu vos erreurs, que vous vouliez changer, cela me rend plus fier que vous ne pouvez l'imaginer. » Je marquai une pause, choisissant mes mots avec soin. « Mais vous avez raison, je ne vais pas rétablir tous vos accès financiers, pas encore. Vous allez travailler, vous allez gagner vos salaires, et quand le moment sera venu, quand vous aurez prouvé non seulement à moi, mais surtout à vous-même que vous avez vraiment changé, alors nous en reparlerons. » Maxime sourit, un sourire rempli de soulagement et de détermination. « C'est juste, c'est exactement ce que nous voulons. » Pauline acquiesça vigoureusement. « Nous voulons le mériter, maman. Nous voulons être dignes de ton amour et de ta confiance. » Les mois suivants furent une période de transformation profonde pour nous tous. Chaque jour, je voyais Maxime et Pauline évoluer, devenir des personnes plus complètes, plus authentiques. Maxime excellait dans son travail. Son patron l'avait remarqué et lui avait offert plus de responsabilités. Il m'a dit que j'avais un vrai potentiel, me raconta-t-il un soir, ses yeux brillants de fierté légitime. Il ne sait même pas qui tu es, maman. Il me juge uniquement sur mon travail. Et ça n'a pas de prix. Il avait déménagé de son appartement luxueux du 16e arrondissement pour un petit studio dans le 11e. C'est plus petit, bien sûr, mais c'est à moi. Je le paie avec mon propre argent, m'avait-il dit en me faisant visiter avec une fierté touchante. Pauline avait été embauchée à la galerie d'art. Elle travaillait dur, apprenant tout ce qu'elle pouvait sur l'histoire de l'art, sur le marché, sur la gestion. Je pensais que je connaissais l'art parce que j'allais à des vernissages et que j'achetais des pièces coûteuses, m'avoua-t-elle un jour. Mais je ne connaissais rien. Maintenant, je commence vraiment à comprendre la beauté, la signification, l'âme derrière les œuvres. C'est tellement plus enrichissant que simplement posséder des choses pour impressionner les autres. Elle aussi avait changé son mode de vie. Elle avait vendu la plupart de ses vêtements et accessoires de luxe.
gardant seulement quelques pièces qu'elle aimait vraiment. « Je n'ai pas besoin de tout ça pour être heureuse », m'avait-elle dit. « En fait, je suis plus heureuse maintenant avec moins de choses, mais plus de sens dans ma vie. » Un dimanche après-midi, 3 mois après mon retour à la maison, nous étions tous les 3 en train de préparer le déjeuner ensemble dans ma cuisine. Maxime épluchait les légumes, Pauline préparait la sauce, et je les supervisais depuis une chaise, encore trop faible pour rester debout longtemps. Nous rions des erreurs culinaires de Maxime, nous nous taquinions gentiment, nous parlions de tout et de rien. C'était un moment tellement simple, tellement ordinaire. Et pourtant c'était le moment le plus précieux que j'avais vécu avec eux depuis des années. « Vous savez ce qui me rend le plus heureuse ?» dis-je soudainement. Ils se retournèrent tous les deux vers moi. « C'est ça, ces moments simples ensemble, pas les dîners dans des restaurants étoilés, pas les cadeaux coûteux, juste ça, être ensemble, vraiment ensemble. » Pauline vint vers moi et m'embrassa sur le front. « Nous aussi, maman, nous aussi. » 4 mois après mon réveil du coma, je les appelais tous les deux pour une réunion dans mon bureau à la maison. Ils arrivèrent, légèrement nerveux, ne sachant pas ce que j'allais leur dire. « Asseyez-vous, » dis-je, indiquant les chaises en face de mon bureau. Mon cœur battait fort. Non pas de maladie cette fois, mais d'émotion. J'avais quelque chose d'important à leur dire, quelque chose que j'avais gardé secret pendant trop longtemps. Il y a quelque chose que je dois vous raconter, quelque chose qui explique tout. Pourquoi j'ai agi comme je l'ai fait? Pourquoi j'ai été si stricte, si exigeante parfois? Pourquoi j'ai travaillé si dur pendant toutes ces années? Je sortis une vieille boîte de mon tiroir et la posai sur le bureau entre nous. Quand votre père est mort, il y a 25 ans, j'étais dévastée. Mais ce que vous ne saviez pas, ce que personne ne savait, c'est que nous étions au bord de la faillite. Je vis leurs yeux s'écarquiller de surprise. Votre père avait fait de mauvais investissements dans les derniers mois de sa vie. Il était malade, il ne pensait pas clairement. Quand il est mort, il nous a laissés avec des dettes énormes, des dettes qui auraient pu nous détruire. J'ouvris la boîte et en sortis de vieux documents, des lettres de créanciers, des avis de saisie. Regardez, regardez tout ça. Maxime prit les documents avec des mains tremblantes, Pauline regardant par-dessus son épaule. Leurs visages pâlirent en lisant les montants, en voyant les menaces, en réalisant l'ampleur de la catastrophe financière que j'avais affrontée seule. Pendant des années, j'ai travaillé en secret pour rembourser ces dettes, continuai-je, ma voix tremblant légèrement. J'ai caché tout cela de vous parce que je ne voulais pas que vous portiez ce fardeau. Vous étiez si jeune, si vulnérable après avoir perdu votre père. Je voulais que vous ayez une enfance normale, que vous ne vous inquiétiez de rien. Je sortis une photo de la boîte. C'était moi, beaucoup plus jeune, assise à ce même bureau tard dans la nuit, entourée de documents, l'air épuisé mais déterminé. Maxime et Pauline, petits enfants, dormaient sur le canapé derrière moi. Jean-Pierre a pris cette photo un soir. Il était resté tard pour m'aider avec les comptes. Il voulait que je me souvienne de cette période, de ce que j'avais surmonté. Les larmes coulaient maintenant librement sur les joues de mes enfants. J'ai reconstruit l'entreprise à partir de presque rien. J'ai négocié avec les créanciers. J'ai travaillé 20 heures par jour pendant des années. Et finalement, j'ai réussi. J'ai remboursé toutes les dettes. J'ai transformé notre petite entreprise en difficulté en une société prospère. Je les regardais droit dans les yeux. Mais dans ce processus, j'ai commis une erreur terrible. J'étais tellement concentrée sur vous donner la sécurité financière, sur m'assurer que vous ne manquiez jamais de rien, que j'ai oublié de vous enseigner les leçons les plus importantes. L'humilité que j'avais apprise en payant ces dettes, la gratitude que j'avais ressentie chaque fois que quelqu'un m'aidait, l'empathie que j'avais développée en luttant pour survivre. Ma voix se brisa. Je vous ai protégé de la dure réalité de la vie, et ce faisant, je vous ai privé de la possibilité de développer votre caractère. Pauline pleurait ouvertement maintenant, tenant les vieux documents contre sa poitrine. Maman, nous ne savions rien de tout ça. Tu as porté ce poids toute seule pendant toutes ces années. Maxime se leva et contourna le bureau pour me serrer dans ses bras. Tu ne nous as pas privés de caractère, maman. Tu nous l'as donné, peut-être pas de la façon que tu avais prévue, mais finalement, tu nous l'as donné.
Cette épreuve, ce que tu as fait avant la chirurgie, c'était ta dernière leçon. Et c'était la plus importante. Je les serrais tous les deux contre moi. Ces enfants qui étaient maintenant vraiment devenus des adultes, pas en âge mais en sagesse et en maturité. Je vous ai raconté cette histoire aujourd'hui parce que je veux que vous compreniez quelque chose de fondamental. La vie n'est pas facile. Elle ne l'a jamais été et ne le sera jamais. Mais ce qui compte, ce n'est pas d'éviter les difficultés. C'est comment nous les affrontons. C'est qui nous devenons à travers elles. Je me levai, allant vers la fenêtre qui donnait sur Paris. La ville s'étendait devant nous, magnifique et éternelle. Vous avez tous les deux traversé votre propre épreuve ces derniers mois. Vous avez été dépouillés de tout votre confort, forcés de faire face à qui vous étiez vraiment. Et vous n'avez pas fui, vous n'avez pas abandonné, vous êtes restés, vous avez changé, vous avez grandi. Je me retournai vers eux. C'est pourquoi aujourd'hui, je veux vous dire que je suis prête à vous réintégrer progressivement dans certains aspects financiers de l'entreprise. Pas parce que vous êtes mes enfants, mais parce que vous l'avez mérité. Vous avez prouvé que vous comprenez maintenant la valeur des choses, la valeur du travail, la valeur des relations humaines. Leur visage exprimait un mélange de surprise, de joie et d'humilité. Mais, ajoutai-je fermement, levant la main, ce ne sera pas comme avant. Vous continuerez à travailler dans vos emplois actuels. Vous continuerez à vivre de vos propres salaires. Ce que je vous offre, c'est la possibilité de participer activement à l'entreprise familiale, d'apprendre comment elle fonctionne vraiment, de comprendre les responsabilités qui viennent avec la richesse, parce qu'un jour, cette entreprise sera à vous. Et je veux m'assurer que quand ce jour viendra, vous serez prêts. Non pas financièrement, ça, c'est la partie facile, mais moralement, éthiquement, humainement. Maxime s'essuya les yeux et hocha la tête avec sérieux. Nous acceptons, maman, et nous te promettons de ne jamais oublier les leçons que nous avons apprises. Jamais. Pauline s'approcha et prit mes mains dans les siennes. Merci, maman. Merci de ne jamais avoir abandonné avec nous, même quand nous ne le méritions pas, même quand nous t'avons blessé profondément. Les semaines suivantes furent remplies de moments précieux. Maxime commença à venir au bureau 2 fois par semaine après son travail pour apprendre les aspects de l'entreprise. Jean-Pierre devint son mentor, lui enseignant patiemment tout ce qu'il devait savoir. « Votre mère a construit tout ceci avec ses propres mains, monsieur Girard », lui disait Jean-Pierre. « Elle a transformé une entreprise au bord de la faillite en un empire. Ce n'était pas de la chance. C'était du travail acharné, de l'intelligence, du courage et une détermination inébranlable. Si vous voulez être digne de cet héritage, vous devez comprendre chaque aspect de cette entreprise, du plus bas au plus haut niveau. » Maxime écoutait avec une humilité et une attention que je n'aurais jamais imaginé voir chez lui quelques mois auparavant. Pauline également s'impliqua, utilisant ses nouvelles connaissances en art pour aider l'entreprise à développer une collection d'œuvres pour nos bureaux. Mais elle le faisait avec discernement et budget, choisissant des artistes émergents plutôt que des noms établis coûteux. « Je veux soutenir les artistes qui luttent pour se faire connaître », m'expliqua-t-elle. « Comme toi, maman, tu as lutté pour construire cette entreprise. Je comprends maintenant ce que signifie vraiment créer quelque chose de valeur. » Un soir de septembre, 6 mois après mon réveil du coma, nous étions tous les 3 assis sur la terrasse de mon appartement, regardant le soleil se coucher sur Paris. L'air était doux, l'automne approchait lentement. Nous buvions du thé, enveloppés dans des couvertures, simplement profitant de la présence les uns des autres. « Maman, » dit Maxime doucement, brisant le silence confortable. « Je veux te demander pardon, vraiment, pour t'avoir appelé un fardeau. Ces mots me hantent encore chaque jour. Je ne peux pas croire que je t'ai dit quelque chose d'aussi horrible. » Sa voix se brisa. « Tu n'as jamais été un fardeau, jamais. Tu as été notre force, notre ancre, notre lumière, et nous étions trop aveugles pour le voir. » Je posai ma main sur la sienne. « Tu es pardonné, mon fils. Tu l'as été dès le moment où tu es resté à mon chevet à l'hôpital. Le pardon n'est pas seulement un mot que l'on prononce. C'est une action, un changement, une transformation, et tu as démontré tous ces éléments. » Pauline se pencha vers moi,
posant sa tête sur mon épaule comme elle le faisait quand elle était petite. Je me souviens d'un moment quand j'avais 7 ans. J'étais tombée de vélo et je m'étais ouvert le genou. Tu m'as porté jusqu'à la maison, tu as nettoyé ma blessure avec tant de douceur, tu m'as chanté une berceuse pour que j'arrête de pleurer. Je me souviens que je t'avais demandé « Maman, est-ce que tu m'aimeras toujours ?» Et tu sais ce que tu m'as répondu, continua-t-elle, sa voix tremblante d'émotion. Tu m'as dit « Mon amour pour toi ne dépend pas de ce que tu fais ou de qui tu es. Je t'aimerai toujours, inconditionnellement, parce que tu es ma fille. Mais mon plus grand espoir est que tu deviennes quelqu'un dont tu peux être fier toi-même. » Des larmes coulaient sur mes joues maintenant. Je me souvenais de ce moment, de cette petite fille aux genoux écorchés qui me regardait avec tant de confiance. J'avais oublié ces mots pendant si longtemps, dit Pauline. Mais maintenant, je les comprends. Tu nous as toujours aimés, mais tu voulais que nous devenions des personnes dont nous pourrions être fiers. Et grâce à toi, grâce à cette leçon difficile mais nécessaire, nous le sommes finalement. Le temps passa, les saisons changèrent. Mon cœur se fortifiait chaque jour, non seulement physiquement grâce aux médicaments et aux soins, mais émotionnellement grâce à l'amour retrouvé de mes enfants. Nous avions établi de nouvelles traditions. Chaque dimanche, nous déjeunions ensemble, cuisinant tous les 3. Pas de restaurant chic, pas de serveurs attentifs. Juste nous 3 dans ma cuisine, créant des souvenirs précieux. Nous parlions de tout, nous rions, nous partagions nos peurs et nos espoirs. C'était devenu le moment le plus sacré de ma semaine. 1 an après cette terrible nuit de décembre où ils avaient choisi un concert plutôt que de rester avec moi, nous nous retrouvâmes tous les 3 dans la même cuisine, préparant le dîner de Noël. La transformation était complète et profonde. Maxime avait été promu dans son entreprise et était maintenant responsable d'une équipe. Mon patron m'a dit quelque chose d'intéressant l'autre jour, me raconta-t-il en coupant les légumes. Il m'a dit que j'avais une qualité rare chez les jeunes managers, l'empathie, que je comprenais vraiment les difficultés de mes employés, que je les traitais avec respect et dignité. Il me regarda avec un sourire significatif. Je lui ai répondu que j'avais appris de la meilleure, de ma mère, qui avait passé sa vie à se battre pour nous donner une vie meilleure, et qui m'avait finalement enseigné la leçon la plus importante, que la vraie richesse n'est pas dans l'argent, mais dans qui nous sommes en tant que personne. Pauline aussi avait prospéré. Elle était maintenant assistante directrice de la galerie et préparait sa première exposition en tant que curatrice principale. « Je veux dédier cette exposition à quelqu'un », m'avait-elle dit quelques jours auparavant, à la femme la plus forte que je connaisse, à celle qui m'a appris que l'art le plus important n'est pas celui que l'on accroche au mur, mais celui que l'on crée avec sa vie. À toi, maman. Ces mots m'avaient ému aux larmes. Alors que nous mettions la table ensemble ce soir de Noël, regardant la neige tomber doucement sur Paris à travers les fenêtres, je réalisais quelque chose de profond. Cette épreuve terrible, ce moment où j'avais pensé avoir tout perdu, s'était finalement révélé être le plus grand cadeau que j'avais pu offrir à mes enfants. Je ne leur avais pas seulement donné une leçon. Je leur avais donné une seconde chance de devenir qui ils étaient vraiment censés être. « Maman », dit Maxime en levant son verre, « je veux porter un toast à la femme qui nous a donné la vie 2 fois. Une fois quand nous sommes nés et une fois quand elle nous a sauvés de nous-mêmes. » Pauline leva son verre également, les larmes brillant dans ses yeux. À la femme qui a eu le courage de nous laisser tomber pour que nous apprenions à nous relever. À celle qui a aimé assez fort pour nous faire mal, sachant que c'était la seule façon de nous guérir. Je levai mon verre, mon cœur débordant d'amour et de gratitude. À mes enfants, qui ont eu le courage de regarder en eux-mêmes et de changer. À vous 2, qui avez transformé la plus grande erreur de votre vie en la plus grande leçon. Je suis tellement fière de vous. Nous trinquâmes, nos verres résonnant doucement dans la pièce chaleureuse. Dehors, la neige continuait de tomber, recouvrant Paris d'un manteau blanc et pur. C'était comme si la ville elle-même célébrait notre renouveau, notre renaissance collective. Cette nuit-là, alors que Maxime et Pauline étaient repartis, je restais assise dans mon salon, regardant les photos que nous avions prises ensemble. Je vis les images de nous il y a 1 an, quand tout était superficiel et vide. Et puis les photos récentes, où nos sourires étaient authentiques,
où l'amour dans nos yeux était réel et profond. Je pensais à ce moment terrible dans la chambre d'hôpital, quand j'avais entendu Maxime me dire que j'étais un fardeau trop lourd. Comment ce moment de douleur insupportable était devenu le catalyseur de notre transformation collective. Si je pouvais revenir en arrière, changerais-je quelque chose? La réponse était non. Parce que sans cette douleur, sans cette crise, nous n'aurions jamais trouvé notre chemin les uns vers les autres. Nous aurions continué dans cette spirale destructrice jusqu'à ce qu'il soit vraiment trop tard. Je touchais ma poitrine, sentant mon cœur battre fort et régulièrement. Ce cœur qui avait failli s'arrêter, qui m'avait trahi physiquement, mais qui avait finalement sauvé ma famille. Merci, pensais-je. Merci pour cette épreuve. Merci pour cette seconde chance. Cette nuit-là, je m'endormis paisiblement pour la première fois depuis des années, sachant que mes enfants étaient enfin devenus les personnes que j'avais toujours su qu'ils pouvaient être.